que l'essence d'une foule réside dans les liens libidinaux présents en elle, nous en trouvons également un indice dans le phénomène de la panique qui s'étudie au mieux sur les foules militaires. Une panique apparaît quand une telle foule se désagrège. Ce qui la caractérise, c'est que plus aucun ordre du chef n'est écouté et que chacun se préoccupe de lui-même, sans se soucier des autres. Les liens mutuels ont cessé d'être et une angoisse se libère, gigantesque, insensée. Il sera naturellement facile de nous objecter, ici encore une fois, que c'est bien plutôt l'inverse, en ce sens que l'angoisse s'est tellement accrue qu'elle a pu passer par-dessus tout souci des autres et tout bien. McDougall a même pris le cas de la panique, à vrai dire pas la panique militaire, comme exemple typique d'intensification des affects par contagion, primary induction, intensification sur laquelle il met l'accent. Mais ce mode d'explication rationnelle manque ici bel et bien son but. Ce qui est justement à expliquer, c'est pourquoi l'angoisse est devenue si gigantesque. L'ampleur du danger ne peut être incriminée, car la même armée qui succombe maintenant à la panique peut avoir surmonté irréprochablement des dangers d'une ampleur égale ou supérieure. Et c'est justement l'essence de la panique de ne pas être en rapport avec le danger menaçant, d'éclater souvent dans les circonstances les plus anodines. Si l'individu dans une peur panique entreprend de se préoccuper de lui-même, il atteste ainsi par là qu'il a saisi que les liens affectifs qui jusque-là réduisaient pour lui le danger ont cessé d'être. Maintenant qu'il affronte seul le danger, il lui est assurément loisible de l'estimer plus grand. Ce qui se produit, c'est donc que l'angoisse panique suppose le relâchement de la structure libidinale de la foule et que, à juste titre, elle réagit à celui-ci et non l'inverse, à savoir que les liens libidinaux de la foule se seraient évanouis sous l'effet de l'angoisse du danger. Par ces remarques, on ne contredit nullement l'affirmation selon laquelle l'angoisse dans la foule atteint sous l'effet de l'induction, contagion, des proportions monstrueuses. La conception de McDougall est tout à fait pertinente dans le cas où le danger est réellement grand et où il n'existe dans la foule aucun lien affectif puissant, conditions qui sont réalisées lorsque par exemple le feu se déclare dans un théâtre ou un lieu de plaisir. Le cas instructif et utile à nos fins, c'est celui ci-dessus mentionné d'un corps militaire pris de panique alors que le danger n'a pas dépassé la mesure habituelle, fréquemment bien supportée. On ne devra pas s'attendre à ce que l'usage du mot panique soit déterminé de façon précise et univoque. Parfois, on désigne ainsi toute angoisse de la foule, d'autres fois tout aussi bien l'angoisse d'un individu isolé lorsqu'elle dépasse toute mesure. Souvent, le terme semble réservé au cas où l'irruption de l'angoisse n'est pas justifiée par sa cause. Si nous prenons le mot panique au sens d'angoisse de la foule, nous pouvons établir une analogie qui va loin. L'angoisse de l'individu est provoquée soit par l'ampleur du danger, soit par la suspension des liens affectifs, investissements libidinaux. Le dernier cas est celui de l'angoisse névrotique, dans le leçon introductive à la psychanalyse. De même, la panique apparaît quand s'accroît le danger commun à tous ou quand cessent les liens affectifs qui maintiennent la cohésion de la foule, et ce dernier cas est analogue à l'angoisse névrotique. À ce propos, le texte plein d'idées et quelque peu d'imagination de Bela Felzeghi, Panique und Pankomplex, panique et complexe de Pan. Si à l'exemple de McDougall, on décrit la panique comme l'une des plus évidentes productions du group mind, on aboutit au paradoxe que cette âme des foules s'abolit elle-même dans l'une de ses manifestations les plus frappantes. Il n'y a aucun doute possible que la panique signifie la désagrégation de la foule. Elle a pour conséquence de faire cesser les égards que d'habitude les individus se témoignent les uns aux autres. La cause typique de l'irruption d'une panique est tout à fait semblable à celle qui est représentée dans la parodie de Nestroy fait du drame de Hebel, Judith et Holoferne. Un guerrier s'y écrit « Le général a perdu la tête » et là-dessus tous les Assyriens prennent la fuite. La perte du meneur, de quelque manière qu'on l'entende, la perplexité dont il est l'objet, font surgir la panique, alors que le danger reste le même. Avec le lien au meneur disparaissent aussi, en règle générale, les liens mutuels des individus de la foule. La foule se pulvérise comme un flacon de Bologne dont on a coupé la pointe. Il
doit s'agir de l'arme batavique, goutte de verre trempée terminée par une pointe très déliée que l'on produit en laissant tomber du verre liquide dans de l'eau froide. La désagrégation d'une foule religieuse n'est pas si aisée à observer. Récemment, il m'est tombé sous la main un roman anglais de source catholique, recommandé par l'évêque de Londres et intitulé When It Was Dark, livre de Guy Thorne, pseudonyme de Ranger Gull, qui obtint un très grand succès lors de sa parution en 1903, qui dépeignait avec habileté et selon moi avec pertinence une semblable éventualité et ses conséquences. Le roman raconte, comme au présent, qu'une conjuration des ennemis de la personne du Christ et de la foi chrétienne réussit à faire découvrir dans Jérusalem une chambre sépulcrale, avec une inscription où Joseph d'Arimathie confesse que pour de pieux motifs, il a secrètement retiré de sa tombe le corps du Christ au 3e jour après son inhumation et l'a enterré en ce lieu. C'en est fini de la résurrection du Christ et de la nature divine, et cette découverte archéologique a pour conséquence un ébranlement de la civilisation européenne et une extraordinaire recrudescence des violences et des crimes, qui ne disparaît pas avant qu'ait pu être dévoilé le complot des faussaires. Ce qui se manifeste dans la désagrégation ici supposée de la foule religieuse, ce n'est pas l'angoisse dont la cause fait défaut, mais des impulsions dénuées de tout égard et hostiles envers les autres personnes et qui jusque-là n'avaient pu s'extérioriser grâce à l'égal amour du Christ pour tous. Mais sont exclus de ce lien, même pendant le règne du Christ, ces individus qui n'appartiennent pas à la communauté de foi, qui ne l'aiment pas lui et que lui n'aime pas. C'est pourquoi il faut qu'une religion, même si elle s'appelle la religion d'amour, soit dure et sans amour envers ceux qui ne lui appartiennent pas. Au fond, chaque religion est bien une telle religion d'amour pour tous ceux qu'elle englobe, et chacune tend vers la cruauté et l'intolérance à l'encontre de ceux qui ne lui appartiennent pas. On n'a pas le droit, aussi difficile que cela soit d'un point de vue personnel, d'en faire vraiment reproche aux croyants. Incroyants et indifférents sont sur ce point psychologiquement privilégiés. Que cette intolérance ne se manifeste plus aujourd'hui avec autant de violence et de cruauté qu'au siècle antérieur autorise à peine à conclure à un adoucissement des mœurs des hommes. La cause en est à rechercher bien plutôt dans l'indéniable affaiblissement des sentiments religieux et des liens libidinaux qui en dépendent. Si un autre lien à la foule prend la place du lien religieux, ce à quoi le lien socialiste semble actuellement parvenir, il en résultera la même intolérance envers ceux de l'extérieur qu'au temps des guerres de religion, et si les différences de point de vue dans les sciences ne pouvaient jamais avoir pour les foules une importance analogue, c'est également pour ce motif que le même résultat se reproduirait. Autre problème et orientation du travail. Nous avons jusqu'ici examiné deux foules artificielles et trouvé qu'elles sont régies par deux sortes de liens affectifs, dont l'un, celui au meneur, semble pour elles du moins être plus déterminant que l'autre, celui qui unit les individus de la foule les uns aux autres. Il y aurait maintenant encore beaucoup à examiner et à décrire dans la morphologie des foules. On devrait partir de la constatation qu'une simple multitude d'hommes n'est pas une foule aussi longtemps que ces liens ne sont pas instaurés en elle, mais on devrait concéder que dans la première multitude humaine venue, la tendance à former une foule psychologique apparaît très facilement. On devrait prêter attention aux foules diverses, plus ou moins stables, qui prennent corps spontanément, étudier les conditions de leur naissance et de leur déclin. Ce qui devrait nous occuper avant tout, c'est la différence entre les foules qui ont un meneur et les foules sans meneur. Les foules avec meneur ne seraient-elles pas les plus primitives et les plus accomplies? Le meneur ne pourrait-il pas pour les autres avoir pour substitut une idée, une abstraction, ce vers quoi les foules religieuses, avec leur chef suprême impossible à montrer, font bel et bien la transition, une tendance commune, un désir partagé par le grand nombre? Ne fournirait-il pas ce même substitut? Cette abstraction pourrait à son tour s'incarner plus ou moins parfaitement dans la personne d'un meneur, en quelque sorte secondaire. Il en résulterait de la relation entre idée et meneur d'intéressantes combinaisons. Le meneur ou l'idée menante pourrait aussi, pour ainsi dire, devenir négatif. La haine envers une personne ou une institution déterminée pourrait tout aussi bien avoir une action unificatrice et susciter les mêmes liens affectifs que l'attachement positif. La question est alors de savoir si le meneur est réellement indispensable à l'essence de la foule et autre chose encore.
Mais toutes ces questions, même si elles ont été pour une part traitées dans la littérature relative à la psychologie des foules, ne sauraient détourner notre intérêt des problèmes psychologiques fondamentaux qui se présentent à nous dans la structure d'une foule. Nous sommes tout d'abord tenus par une considération qui promet de nous apporter par le plus court chemin la preuve que ce sont les liens libidinaux qui caractérisent une foule. Nous observons comment les hommes en général se comportent affectivement les uns envers les autres. D'après la célèbre parabole de Schopenhauer, des porcs épiques transis, aucun ne supporte de l'autre un rapprochement trop intime. Par un froid jour d'hiver, des porcs épiques en compagnie se serraient très près les uns des autres pour éviter, grâce à leur chaleur réciproque, de mourir de froid. Bientôt cependant, ils sentirent leur piquant réciproque, ce qui de nouveau les éloigna les uns des autres. Mais lorsque le besoin de se réchauffer les amena de nouveau à se rapprocher, ce second mal se renouvela, si bien qu'ils furent ballottés entre les deux souffrances jusqu'à ce qu'ils aient finalement trouvé une distance moyenne leur permettant de tenir au mieux. Selon le témoignage de la psychanalyse, presque tout rapport affectif intime de quelque durée entre deux personnes, relations conjugales, amicales, parentales et filiales, contient au fond un fond de sentiments négatifs et hostiles qui n'échappe à la perception que par suite du refoulement. À une exception près, peut-être la relation de la mère au fils qui, fondée sur le narcissisme, n'est pas perturbée par une rivalité ultérieure et est renforcée par un début de choix d'objets sexuels. Cela est plus apparent chaque fois qu'un associé se querelle avec son collègue, qu'un subordonné grogne contre son supérieur. La même chose se produit lorsque les gens se réunissent en unité plus importante. Chaque fois que deux familles s'allient du fait d'un mariage, chacune d'elles se considère aux dépens de l'autre comme la meilleure et la plus distinguée. De deux villes voisines, chacune devient la concurrente envieuse de l'autre. Le moindre petit canton jette sur l'autre un regard condescendant. Des groupes ethniques étroitement apparentés se repoussent réciproquement. L'Allemand du Sud ne peut pas sentir l'Allemand du Nord. L'Anglais dit tout le mal possible de l'Écossais. L'Espagnol méprise le Portugais. Que de plus grandes différences aboutissent à une aversion difficile à surmonter, celle du Gaulois contre le Germain, de l'Arien contre le Sémite, du blanc contre l'homme de couleur. Cela a cessé de nous étonner. Sur le narcissisme des petites différences, voire dans malaise dans la civilisation. Lorsque l'hostilité se dirige contre des personnes par ailleurs aimées, nous qualifions cela d'ambivalence affective et nous nous expliquons ce cas d'une manière assurément trop rationnelle par des multiples occasions de conflits d'intérêts qui se rencontrent justement dans des relations si intimes. Dans les aversions et répulsions qui se manifestent de façon apparente à l'égard des étrangers qui nous touchent de près, nous pouvons reconnaître l'expression d'un amour de soi, d'un narcissisme, qui aspire à s'affirmer soi-même et se comporte comme si l'existence d'un écart par rapport aux formations individuelles qu'il a développées entraînait une critique de ces dernières et une mise en demeure de les remanier. Pourquoi fallait-il qu'une si grande sensibilité se soit portée sur ces détails de différenciation? Nous ne le savons pas, mais il est indéniable que dans ce comportement des hommes se manifeste une aptitude à la haine, une agressivité dont l'origine est inconnue et à laquelle on serait tenté d'attribuer un caractère élémentaire. Dans une publication récente, 1920, au-delà du principe de plaisir, j'ai tenté de relier la polarité aimer-haïr à une opposition postulée entre pulsions de vie et de mort et de poser les pulsions sexuelles comme représentant les plus pures des premières, les pulsions de vie. Mais toute cette intolérance se dissipe temporairement ou durablement du fait de la formation en foule et à l'intérieur de la foule. Aussi longtemps que se maintient la formation en foule ou aussi loin qu'elle s'étend, les individus se conduisent comme s'ils étaient uniformes, supportent la singularité de l'autre, se mettent à égalité avec lui et n'éprouvent aucun sentiment de répulsion à son endroit. Une telle limitation du narcissisme ne peut, selon nos vues théoriques, être produite que par un seul facteur, par le lien libidinal à d'autres personnes. L'amour de soi ne trouve de limite que dans l'amour de l'étranger, l'amour envers des objets. On soulèvera aussitôt la question de savoir si la communauté d'intérêt en soi et sans la moindre contribution libidinale ne conduit pas nécessairement à supporter l'autre et à tenir compte de lui. On préviendra cette objection en répondant que de cette façon-là, une limitation durable du narcissisme ne peut vraiment pas se produire
étant donné que cette tolérance ne se maintient pas plus longtemps que le profit immédiat que l'on tire de la collaboration de l'autre. Mais la valeur pratique de ce point de litige est moindre qu'on ne pourrait le penser, car l'expérience a montré que dans un cas de collaboration, s'établissent régulièrement entre les camarades des liens libidinaux qui prolongent et fixent des relations entre eux bien au-delà du profit. Il se produit dans les relations sociales des hommes exactement ce que la recherche psychanalytique a découvert dans le processus de développement de la libido individuelle. La libido, c'était sur la satisfaction des grands besoins vitaux et choisit pour ses premiers objets les personnes qui y participent. Et de même que chez l'individu, de même dans le développement de l'humanité entière, c'est l'amour seul qui a agi comme facteur de civilisation dans le sens d'un passage à l'égoïsme, de l'égoïsme à l'altruisme. Et d'ailleurs aussi bien l'amour sexuel pour la femme, avec toutes les contraintes qui en découlaient dans le but de ménager ce qui était agréable à la femme, que l'amour désexualisé pour l'autre homme, amour homosexuel sublimé qui était lié au travail en commun. Si donc apparaissent dans la foule des limitations de l'amour de soi narcissique, qui en dehors d'elle n'interviennent pas, cela conduit obligatoirement à penser que l'essence de la formation en foule réside dans des liens libidinaux d'une nouvelle sorte entre les membres de la foule. Et alors notre intérêt demandera avec insistance de quelle sorte sont ces liens dans la foule. Dans la théorie psychanalytique des névroses, nous nous sommes jusqu'ici presque exclusivement occupés du lien de ces pulsions d'amour à leurs objets, pulsions qui poursuivent encore des buts sexuels directs. De tels buts sexuels, il ne peut manifestement pas être question dans la foule. Nous avons affaire ici à des pulsions d'amour qui, sans pour autant agir avec moins d'énergie, n'en sont pas moins détournées de leur but originel. Or, nous avons déjà remarqué, dans le cadre de l'investissement d'objets sexuels habituels, des manifestations qui correspondent au détournement de la pulsion de son but sexuel. Nous les avons décrites comme des degrés de l'état amoureux et avons reconnu qu'elles entraînent un certain préjudice pour le moi. C'est à ces manifestations de l'état amoureux que nous allons porter maintenant une attention plus poussée, dans l'attente de justifier de trouver en elles des rapports qui se laissent transférer aux liens dans les foules. Mais par ailleurs, nous aimerions savoir si cette sorte d'investissement d'objets, tel que nous la connaissons par la vie sexuelle, représente l'unique type de lien affectif à une autre personne, ou s'il nous faut faire encore entrer en ligne de compte d'autres mécanismes semblables. De fait, nous apprenons de la psychanalyse qu'il existe encore d'autres mécanismes de liaison affective, appelés identification, processus insuffisamment connu et difficile à décrire, dont l'examen va maintenant nous tenir un bon moment éloigné du sujet de la psychologie des foules.